La tradition qui s'effiloche, les syndicats dans la rue pour le 1er mai, mais l'affluence des militants n'était pas au rendez-vous. Jean-Paul II sur l'île de la Réunion après Madagascar. Il a été accueilli tout à l'heure par Michel Rocard, le Premier ministre. Yasser Arafat à Paris. Demain, une étape décisive pour le leader de l'OLP sur son long chemin diplomatique. Bagarre entre chasseurs et écologistes, c'était en Gironde. Les écolos voulaient faire respecter l'interdiction de la chasse à la tourterelle. Bonsoir. L'image que l'histoire retiendra peut-être de ce 1er mai, c'est sans doute celle de Moscou. Cela se passe sur la place Rouge, bien sûr. 150 000 personnes ont participé au défilé. Un défilé qui, pour une fois, n'était pas le traditionnel défilé. Une image symbole qui traduit mieux que tout autre le vent de liberté qui souffle sur l'Union soviétique. Regardez. Cela ne dura que quelques minutes, mais cela fit sensation. Le traditionnel défilé sur la place Rouge s'est achevé au son des guitares électriques et sur une démonstration de rock'n'roll. Démonstration sage et bien ordonnée, à l'image sans doute des timides efforts pour renouveler le genre. Entre 100 et 150 000 personnes ont ainsi traversé Moscou, portant drapeaux rouges, ballons, fleurs et des banderoles appelant à l'accélération de la perestroïka. On remarqua également, comme ici, des slogans écologistes sur le thème « Nous n'avons qu'une seule terre ». Le matin même, la Pravda avait placé cette journée sous le signe de l'unité nationale, faisant référence aux graves incidents qui, cette année, ont endeuillé l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Autre pays de l'Est, autre 1er mai symbolique. En Pologne, 100 000 personnes ont défilé à Varsovie à l'appel de solidarité. Mais, pour la première fois, cette manifestation de masse avait lieu dans la légalité. Et à cette occasion, certains candidats de solidarité aux prochaines élections ont même été présentés. En revanche, dans certaines villes de province polonaises comme Gdańsk ou Wrocław, il y a eu d'autres manifestations, dispersées cette fois par la police. Les jeunes contestaient Lech Walesa. Et oui, ils lui reprochaient sa politique de rapprochement avec le pouvoir. Autre symbole, cette fois cela se passe en Chine, place Tiananmen. Pour la première fois en plus de 30 ans, les portraits géants de Lénine, de Staline, de Marx et d'Engels avaient disparu pour ce 1er mai. Il est vrai qu'en Chine, le 1er mai n'est pas célébré avec la même ferveur que dans les autres pays socialistes. En tout cas, le Parti communiste chinois a profité des discours pour appeler les travailleurs à résister aux forces d'instabilité. Un appel au calme après les manifestations récentes. Dans beaucoup d'autres pays du monde, le 1er mai a été célébré. Le vent de liberté, mais aussi la répression des manifestations, parfois. Philippe Lefebvre. Pour cause de menace à l'ordre public, pas de 1er mai autorisé à Séoul, mais les manifestants se sont, eux, autorisés la rue. D'où ces scènes de violence classiques en Corée du Sud, des étudiants, des ouvriers face à 20 000 policiers anti-émeutes. Parmi les slogans étouffés par les gaz lacrymogènes, ceux criés pour réclamer de meilleurs droits sociaux et des augmentations de salaire. En Turquie, la police commémore le 1er mai depuis une semaine en arrêtant dans les principales villes du pays les figures repérées de la contestation. Malgré le veto des autorités, les syndicats des industries du pétrole et du cuivre avaient réussi à rassembler plusieurs milliers de manifestants. Des affrontements ont eu lieu au moment de la dispersion. Il y a au moins un mort et 15 blessés. En Turquie, on ne célèbre plus le 1er mai depuis 1977. Cette année-là, l'intervention de la police avait entraîné des heurts et une comptabilité morbide, 40 morts. En Tchécoslovaquie, enfin, bien sûr, il y a sur ces images toutes les apparences trompeuses d'un défilé officiel. C'est sans compter sur une opposition qui relève toujours un peu plus la tête. Ici encore, malgré la milice anti-émeute, on a réclamé en plein centre de Prague la liberté pour tous les prisonniers politiques et adressé quelques reproches au pouvoir. 2000 jeunes ont scandé « À nous le pouvoir », honte au numéro 1 du régime, liberté. Les banderoles ont été vite déchirées, il y a eu des interpellations et des photographes malvenus de faire leur travail. Il faut savoir qu'en Tchécoslovaquie, depuis 6 mois, toute manifestation non officielle est interdite. Il faut, paraît-il, y protéger les monuments historiques et ça, c'est officiel. En France, tradition et déception. Il y a eu des défilés traditionnels en province, dans certaines villes et bien sûr à Paris. Tradition aussi de la division, puisque depuis 10 ans, il n'y a plus de manifestations unitaires des différents syndicats. Déception en revanche pour le nombre de participants. Les manifestations syndicales n'ont pas connu une bien grande affluence, en tout cas à Paris. Maryse Manot, Christophe Marté. L'Opéra et le Génie de la Bastille regardent venir de loin les deux cortèges de la CGT.
C'est le défilé le plus important de ce 1er mai, même si on est loin des 100 000 militants que la rigueur salariale mobilisait il y a 6 ans. Depuis ce temps béni pour la CGT, la centrale a perdu 40% de ses adhérents, mais le discours n'en tient pas compte. C'est pas simplement le 1er mai, c'est toute l'année qu'il faut se battre. Toute l'année, il faut lutter pour justement décrocher les Bastilles. Les slogans défendent les 10 de Renault. Pas un mot sur l'unité syndicale. L'unité syndicale? Sur quelle base? Sur quel contenu? L'unité syndicale est justement le cheval de bataille de la CFDT. C'est pourtant le syndicat qui a rassemblé le moins de monde ce matin. Pour son premier défilé comme secrétaire général, Jean Caspar, un peu triste, l'a constaté. Derrière lui, moins de 2000 personnes en comptant les militants de la FEN et les autonomes. On regrette toujours que le mouvement ouvrier soit moins puissant. Ça c'est clair, on préférerait toujours de plus large unité. Force ouvrière n'a pas pris le risque de défiler. Du haut de la Tour Eiffel, elle recevait les 12 syndicats libres de la communauté pour rédiger un droit social du travail. Aux côtés du nouveau patron de FO, certains leaders européens que les Français pourraient envier. Depuis longtemps les plus faibles d'Europe, les syndicats en France sont les premiers touchés dans le monde associatif par la fuite des militants. Demain, la Corse se met à table, 100 personnes, pour 4 tables rondes. Il s'agit des discussions sur les problèmes de la Corse organisées par le gouvernement à la suite du long conflit dans la fonction publique. À Paris encore, ce lundi, ce 1er mai, une manifestation politique, le défilé de Jeanne d'Arc, organisé par le Front National. Ils étaient plusieurs milliers de sympathisants. Roland Sicard. Plus près de Dieu, plus près du ciel et des étoiles, lorsque Jean-Marie Le Pen fait de la Saint-Jeanne d'Arc, la mise en scène de la grand-messe du Front National prendrait des allures hollywoodiennes. Le parti montre sa force, grand derrière, petit devant, tous en ordre de bataille pour les européennes, avec un slogan des plus simples. Et dans cette bataille, Jean-Marie Le Pen a trouvé son créneau. Les gaullistes ont quelque peu laissé de côté le principe de l'Europe des patries. Le leader de l'extrême droite le reprend à son compte, mais à sa manière. Cette grande bataille se déroule à l'occasion des élections européennes. Mais nous savons bien, nous, qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une bataille pour la France. Nous ne voulons pas d'une Europe cosmopolite. Nous ne voulons pas d'une Europe multiraciale qui serait en quelque sorte le marché couvert où tous les courants du monde viendraient s'approvisionner à nos dépens. Jean-Marie Le Pen, qui sur ces thèmes s'est fixé un objectif pour les européennes, 15% des voix. Le leader de l'extrême droite veut faire mieux qu'à l'élection présidentielle, aimer les gros moyens. 23 meetings en un mois et demi, le patron du Front National aura besoin de toutes ses forces. Politique encore, ce soir l'événement c'est sur Antenne 2, l'heure de vérité. L'invité c'est Philippe Herzog, tête de liste pour le Parti communiste aux prochaines élections européennes. 2 gangsters sur le toit de la prison de la Santé à Paris. Depuis la fin de l'après-midi, les 2 hommes se sont retranchés là. L'un d'entre eux, c'est Lionel Cardon, un homme qui a déjà fait beaucoup parler de lui. Dominique Thiers, Hervé Brusini. Lionel Cardon, le voici, une barre de fer à la main. Depuis 16h30, il arpente le toit du bâtiment principal de la prison de Fresnes. Avec lui, Abdelhid Hanoun, accusé d'homicide volontaire, de séquestration et vol à main armée. Les 2 hommes, à l'issue de la promenade, ont semble-t-il échappé à la vigilance des gardiens. Très rapidement, ils ont gagné le toit du bâtiment et l'on ne sait pas encore ce qu'ils revendiquent. Un trou dans le toit. Les 2 mutins ont enlevé des tuiles, peut-être quelques projectiles pour se défendre en cas d'intervention des forces de l'ordre. D'ailleurs, les hommes du RAID, les spécialistes de l'intervention de la police nationale, sont arrivés sur les lieux il y a quelques instants. Le procureur de la République ainsi que le préfet du Val-de-Marne sont eux aussi à l'intérieur de la prison. Ils tentent de dialoguer avec les mutins, pour l'instant semble-t-il sans succès. Lionel Cardon, 31 ans. Cette année-là, en 1986, il allait être condamné par 2 fois à la perpétuité. 2 verdicts assortis d'une peine de sûreté de 18 ans. Celui qui se décrit lui-même comme Cardon Zorro, Cardon Zéro, était accusé d'avoir tué par 3 fois. D'abord ici, à Pessac, en 83.
Il tente un cambriolage, le docteur Aran et sa femme sont découverts assassinés. Cardon niera toujours ces deux meurtres. Et puis, Cardon en cavale tue Claude Auchard, un motard de la police nationale. 3 jours après cette nuit du 21 novembre 83, Cardon prend en otage une journaliste, une avocate, 8 heures de siège qui se termineront sans violence. Cardon en prison tentera de se suicider, de s'évader et fera même une grève de la faim. Le pape dans l'océan Indien. Ce matin, le souverain pontife était encore à Madagascar, parmi les catholiques les plus pauvres. Le souverain pontife a réaffirmé la doctrine de l'Église à propos de la contraception. Il a aussi condamné la connaissance sexuelle avant le mariage. C'est pourtant une coutume locale pratiquée par 80% des jeunes malgaches. Et ce lundi, Jean-Paul II est arrivé dans l'île de la Réunion. Il a été accueilli par le Premier ministre français, Michel Rocard. Notre envoyé spécial, Rachid Arabe, suit ce voyage. La Réunion, île des contrastes. Plus de 20 000 musulmans, plusieurs milliers de Tamouls, d'hindouistes vivent ici. La Réunion, île qui porte bien son nom, c'est cette île que Jean-Paul II a découvert aujourd'hui. La Réunion qui est le premier département d'outre-mer à recevoir une visite du pape. La Réunion, longtemps citée comme exemple de mélange réussi des races et des religions, connaît quelques problèmes d'intégrisme et d'intolérance. Phénomène très récent que Jean-Paul II a évoqué dès son arrivée. Les Réunionnais ont appris à vivre ensemble avec leurs multiples sensibilités ethno-culturelles. Puissent-ils continuer à donner au monde l'exemple d'un corps social dont l'unité dynamique est entretenue et développée grâce aux adaptations consenties mutuellement par les uns et par les autres. Demain, le pape célébrera une messe de béatification consacrée au frère Scubilion-Rousseau. Le frère Scubilion-Rousseau avait quitté au XIXe siècle sa ville d'Auxerre pour s'installer ici à La Réunion. La Réunion où il a beaucoup œuvré contre l'esclavage et pour l'égalité entre les races. Cette messe de béatification sera le moment fort de la visite pontificale à La Réunion. La fièvre est retombée à Dakar. Il y a bien eu quelques actes sporadiques de pillage, mais rien d'autre aujourd'hui. La population de Dakar est toutefois en état de choc après les événements sanglants qui se sont produits la semaine dernière en Mauritanie et au Sénégal. Des affrontements ethniques entre populations de ces deux pays. Reportage de notre envoyé spécial à Dakar, Jérôme Bonny. C'est devant cet hôpital qu'ont commencé les émeutes meurtrières de vendredi, quand se sont répandues les nouvelles des ressortissants sénégalais égorgés ou mutilés à Nouakchott. Après 2 jours de chasse aux Mauritaniens, Dakar, sous état d'urgence, est quadrillé par les forces de sécurité. Dans cette ville, où la plupart des petits commerces étaient jusqu'à présent tenus par des Mauritaniens, il n'y en a plus un seul aujourd'hui. Tous ont dû fuir la foule en colère, les lynchages et les pillages. Tous les Mauritaniens de Dakar, plus de 50 000, sont aujourd'hui parqués dans un véritable camp retranché à la foire internationale. Ils doivent leur vie sauve à l'intervention de l'armée sénégalaise. Attente pénible d'un rapatriement par pont aérien. Les femmes et les enfants ont été évacués en priorité. Ces hommes sont encore tenaillés par l'inquiétude. Vendredi, la multitude des émeutiers criant vengeance a bien failli briser les barrages des militaires. Foule de rescapés dépouillés de tous leurs biens, difficultés d'approvisionnement. Après plus d'1 semaine, certains souffrent de sous-alimentation. Aujourd'hui, ils s'en vont avec pour tout bagage des images de cauchemars qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Est-ce que vous avez l'intention de revenir un jour à Dakar? Jamais, 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 jamais partout, jamais, jamais, je le dis. Jamais partout. Sur le tarmac, les attentes des gros porteurs marocains et français. Pont aérien monté en catastrophe pour éviter le pire, mais ce rapatriement n'est pas une solution. Il y a 500 000 Mauritaniens au Sénégal. Yasser Arafat, demain à Paris. Pendant 48 heures, Paris va vivre au rythme des rendez-vous que le leader de l'OLP aura avec les dirigeants français. Déjà pour demain, 2 manifestations de protestation sont prévues.
Dès demain, en tout cas, dès demain matin, M. Arafat rencontrera le président Mitterrand à l'Élysée. En revanche, tout au long de son séjour, il ne rencontrera aucun des leaders de la droite française opposés à cette visite. Pour Yasser Arafat, le séjour à Paris est une consécration diplomatique. C'est l'aboutissement d'une grande offensive diplomatique menée depuis plusieurs années. Aubrier de l'Air. C'est à Alger, au mois de novembre dernier, que l'OLP franchit un pas décisif, suscitant une effervescence nouvelle au Proche-Orient. Après 40 années de déroute et de haine, la centrale palestinienne acceptait en effet les différentes résolutions de l'ONU stipulant la reconnaissance et la sécurité d'Israël. L'OLP proclamait alors la création de la Palestine destinée à exister aux côtés même de l'État hébreu. Les intentions du CNP d'Alger, jugées confuses et insuffisantes à Washington, Arafat est contraint un mois plus tard, le 15 décembre, à réitérer et clarifier sa volonté de négocier. Il le fera devant l'Assemblée générale des Nations unies, exceptionnellement réunie à Genève, au terme d'intenses et secrètes négociations menées avec l'administration américaine par l'entremise de la Suède. Dans la nuit même, George Shultz, jusque-là farouchement hostile à tout contact avec Yasser Arafat, annonce que le dialogue avec l'OLP est désormais possible. On verra ainsi, dès le mois de janvier de cette année, l'ambassadeur américain à Tunis nouer un premier contact officiel avec les représentants palestiniens. Cette évolution encourage l'Europe à poursuivre ses initiatives pour l'organisation d'une conférence internationale sur la paix israélo-arabe. Dès le 27 janvier, Yasser Arafat est officiellement convié à Madrid par la CE afin d'y rencontrer les chefs de la diplomatie grecque, espagnole et français. Mais le retour de l'Union soviétique dans l'imbroglio proche-oriental donne une impulsion nouvelle à toutes ces manœuvres diplomatiques. Aidé par la glasnost, débarrassé de son fardeau afghan, Moscou entend tenir son rang de superpuissance dans l'élaboration d'une solution au conflit. Au Caire, où un ministre des Affaires étrangères soviétique n'était pas venu depuis 20 ans, Édouard Shevardnadze rencontrera ainsi successivement son homologue israélien Moshe Arens et Yasser Arafat. Israël, qui s'appuyait jusqu'à présent sur le refus arabe de négocier, cherche désormais à enrayer la percée diplomatique et médiatique de l'OLP. Yitzhak Shamir, à Paris le 21 février dernier, ensuite à Washington, a tenté de détourner cette marche prudente qui amène aujourd'hui Yasser Arafat à Paris. Et alors que Yasser Arafat arrive à Paris, la situation dans les territoires occupés par Israël s'aggrave. Les affrontements sont de plus en plus violents entre Palestiniens et soldats israéliens. Pendant un mois, par exemple, pendant la période du Ramadan, il y a eu plus de 1000 blessés et des morts, bien sûr. Les Palestiniens ont mis en place un comité clandestin. Charles Anderlin. Quelque part en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, 5 hommes vont se réunir clandestinement. Pendant 2 semaines, ils formeront la direction unifiée du soulèvement. Leur première tâche sera la rédaction du prochain tract de l'intifada, qui annoncera les dates de grève générale, des journées d'affrontement avec les soldats. La parution ininterrompue de 39 tracts de ce genre depuis décembre 1987, au nez et à la barbe de l'armée, est pour les Palestiniens une preuve et un symbole. La preuve que l'organisation de leur mouvement résiste aux arrestations, le symbole de la volonté de poursuivre le soulèvement. Le tract est très vite photocopié, diffusé d'un village, d'une ville à l'autre. Les autres symboles apparaissent au grand jour dans les localités où l'armée ne pénètre qu'occasionnellement. Ici, par exemple, lors d'une manifestation à la mémoire d'un jeune tué par balle l'année dernière. Le drapeau palestinien est accroché à un pylône électrique, l'emblème israélien est piétiné. Selon l'armée, il y a eu près de 400 tués palestiniens depuis le début du soulèvement. Plus de 600 affirment les sources palestiniennes. Ces drames font régulièrement monter la tension dans les territoires et suscitent l'inquiétude chez les chefs de l'intifada. Ils craignent en effet de perdre le contrôle des jeunes Palestiniens qui réclament un durcissement du combat. Je vous propose maintenant de voir d'autres informations internationales de ce lundi, à commencer par les élections au Paraguay, avec Éric Perrin. Élections présidentielles et législatives au Paraguay. Le général Rodriguez, qui avait déposé en février dernier le dictateur Alfredo Stroessner, devrait remporter le scrutin sans grande difficulté. Comme tous les électeurs, le général a dû tremper son doigt dans de l'encre indélébile afin d'éviter la fraude.
C'est la première fois depuis 60 ans que le Paraguay connaît des élections relativement libres. Résultat définitif cette nuit. Le responsable d'un groupe anti-apartheid abattu en Afrique du Sud, David Webster, un professeur blanc de 44 ans, avait participé cette année à la rédaction d'un rapport pour les Nations Unies. Celui-ci dénonçait les assassinats et les enlèvements de militants anti-apartheid pratiqués par des groupes paramilitaires sud-africains. Course contre la montre en Alaska, 38 jours après la catastrophe. Les équipes de nettoyage se battent pour rattraper leur retard dû au mauvais temps et à des problèmes techniques. De nombreuses côtes qui abritent des colonies de mammifères marins devant bientôt mettre bas n'ont toujours pas été nettoyées. Et puis il y a 14 ans, presque jour pour jour, c'était la chute de Saïgon. Rappelez-vous, c'était le 29 avril 1975. C'était la fin de la guerre du Vietnam. Pour des années, ce pays se repliait tout à coup sur lui-même, fermait ses portes. Après 14 ans de régime très sévère, la porte s'entrebâille pour les journalistes comme l'équipe d'Antenne 2 avec Jean-Marc Ilouz et Philippe Péter, mais aussi pour les immigrants vietnamiens, ceux qui ont fui le régime communiste et qui sont revenus ces jours-ci voir leur famille. Reportage. Début février, veille de Nouvel An vietnamien, le vol Paris-Ho Chi Minh-Ville est complet depuis longtemps. Beaucoup de ceux qui se pressent au hublot ne connaissent pas le Vietnam de l'après-guerre, le Vietnam communiste. Mélange de joie et d'appréhension, ils reviennent non pas pour rester, mais pour voir. Revoir leur terre, combler leur famille de cadeaux utiles et surtout tenter de savoir, en sondant les visages et les cœurs, si oui ou non, ils peuvent croire à l'ouverture d'un régime qu'ont choisi de fuir plusieurs centaines de milliers de leurs compatriotes. Entrez donc, mesdames et messieurs, entrez donc au Vietnam. Musique de kermesse, les petits plats dans les grands, et cette garden party organisée par le tout-puissant Comité populaire d'Ho Chi Minh-Ville pour les frères vietnamiens de l'étranger. Avec l'ouverture actuelle, il y a beaucoup d'anciens boat people à qui on a permis de revenir au Vietnam et qui sont très enchantés de revenir au Vietnam pour revoir la famille et pour aider les Vietnamiens qui vivent ici. L'ouverture, ce n'est bien sûr pas l'abolition de la police politique, mais c'est par exemple la liberté de pouvoir s'adresser à un étranger sans risquer la sanction. Et discrètement ou ouvertement, des dizaines de Saïgonais sont venus nous dire qu'ils respiraient mieux, mais pas encore au point de pouvoir parler à visage découvert devant une caméra. Et pourtant, cet homme, lui, a accepté. Cho Minh Phuc, 48 ans, ex-sous-lieutenant dans l'armée de l'Ancien Régime, 4 ans de camp de rééducation politique après 75. Son crime, avoir servi le régime fantoche, du nom donné par les communistes au régime soutenu par les Américains avant 75. Nouveau, depuis 6 mois, le mot fantoche est banni du vocabulaire officiel. Les autorités affirment vouloir tirer un trait. Phuc ne demande qu'à y croire, mais explique qu'il craint toujours un retour de bâton. C'est vrai, il se sent moins surveillé depuis quelques mois, mais il n'est jamais totalement rassuré. Il pense que les divisions politiques existent toujours au Vietnam, même si elles sont plus discrètes. Autre cible régulière du régime d'après 75, le catholicisme vietnamien de tradition anticommuniste et ses 6 millions de fidèles. En ce 6 février, la cathédrale de Saïgon est pleine. C'est la grand-messe du Nouvel An lunaire. Homélie prononcée par l'inamovible archevêque de Saïgon, Monseigneur Bin. Une seule allusion politique pour se féliciter de l'amélioration de la condition des chrétiens d'Union soviétique. En 1989, l'église du Vietnam reste sous surveillance, mais tous ses prisonniers politiques ont été libérés, à l'exception de 5 prêtres. Après 10 ans de poigne, depuis 2 ans, les premiers pas de l'ouverture. La situation s'est améliorée beaucoup, surtout dans ces 2 dernières années, avec le nouveau régime, avec la nouvelle équipe du gouvernement. La situation s'améliorait beaucoup. Le gouvernement, il y a des partis aussi. Les gens veulent le renouveau, d'autres non. Alors nous souhaitons que le renouveau continue toujours.
Revenus d'Amérique, d'Europe et souvent de France, plus de 5000 Vietnamiens de l'étranger passaient en février leur nouvel an au pays. Presque autant que toute l'année dernière, une aubaine pour un Vietnam assoiffé de devises. Grâce à eux, en 88, 300 000 $ ont pris le chemin de Chi Minh Ville. Les chasseurs étaient déjà connus pour distribuer des coups de feu. Maintenant, ils distribuent des coups de poing. Ils se sont battus avec les écologistes cet après-midi en Gironde, 10 ans après l'interdiction par les autorités européennes de toute chasse hors de la migration de printemps. Eh bien, 10 ans après, les chasseurs veulent toujours tuer les tourterelles. Les écologistes refusent ce massacre. L'équipe d'Antenne 2, Claude Crespo et Philippe Dumail, ont assisté, non sans risque, à ce face-à-face. Dialogue plus que musclé ce matin entre Alain Bougrain-Dubourg et les chasseurs de tourterelles. C'est ça, mon gars. Tu vas pas venir nous souiller chez nous. Ah, mais dis donc, vous plaisantez ou quoi? Tu vas pas nous avertir ici. Allez. Surtout toi. Tout a commencé ce matin. La chasse aux tourterelles est une tradition dans le Médoc. Juchés sur ces miradors, ils attendent les oiseaux qui remontent vers les lieux de nidification. Ici, 3000 de ces pylônes ont été recensés. Seulement voilà, une directive européenne de 79 interdit toute chasse au printemps. Bougrain-Dubourg est donc venu symboliquement relever les immatriculations des hors-la-loi. Monsieur, vous me dites que vous allez chasser malgré l'interdiction. Moi, je vous dis que je vais porter plainte contre vous et je relève votre numéro de voiture. Et vous ferez ce que vous voulez. On se retrouvera devant les tribunaux. Exactement, bien sûr, monsieur. À l'affût, un pur et dur et un chiffre, 3000 irréductibles comme celui-ci ce 1er mai, surveillés par quelques gendarmes. Le ton monte, les défenseurs de la nature voudraient bien rencontrer des représentants de ces chasses traditionnelles, mais... Je viens d'aller demander, on m'a chargé de vous dire que nous n'avions rien à dire. Et c'est le second échauffouré de la journée où le viseur de notre caméra sera sacrifié sur l'autel de la cause. On constate que l'espèce est menacée. On constate surtout qu'en France, on n'est pas en mesure de faire appliquer la loi. Je trouve ça sidérant de constater qu'il n'y a pas un garde fédéral pour verbaliser. Les gardes de chasse sont absents aujourd'hui. Aujourd'hui, en bout de compte, les seules gagnantes auront été les tourterelles. Elles n'ont pas montré le bout de leur bec. Un instituteur est dans le coma dans l'Indre. Il a été blessé par un parent d'élève. Cela se passe dans la petite ville de Déol. L'agresseur reprochait à l'instituteur d'avoir maltraité ses enfants. Ce soir, donc, l'instituteur est dans le coma et son agresseur a été inculpé et écroué. Enquête de Bruno Gex. Professeur de musique à l'école Paul Langevin de Déol, Jean-Louis Campos est dans un coma profond depuis 2 jours. Il a été agressé samedi par un des parents d'élèves qui lui reprochait d'avoir brutalisé ses enfants pendant les cours. Il était 8h25, les élèves entraient. Un individu de stature imposante s'est approché du groupe d'instituteurs qui étaient là et a demandé qui était M. Campos. Celui-ci s'est avancé. Il a immédiatement reçu une gifle qui lui a fait tomber les lunettes et aussitôt un autre coup qui l'a balancé à l'arrière, renversé. Il est tombé sur la tête, là sur le sol et sans connaissance. Bon, moi j'ai un fils personnellement dans la classe de M. Campos. Depuis déjà plusieurs années, il n'y a jamais eu je n'ai jamais entendu de problème particulier. M. Campos est quelqu'un qui aime beaucoup son métier, qui le fait avec sérieux et qui exige des résultats des enfants. Dans la mesure où on exige des résultats des enfants, automatiquement, bon, il y a certains moments où il y a incompatibilité d'humeur entre l'élève et le professeur. On n'en est jamais venu aux mains. Moi je n'en ai absolument jamais entendu parler. Bon, il avait un geste au niveau de l'oreille, mais vous savez, cliquer le doigt au niveau de l'oreille, et c'est tout, c'est tout. L'agresseur, Clovis Marien, inculpé de coups et blessures volontaires, il est incarcéré à la prison de Châteauroux. Ici, on l'appelle le patriarche. Il est à la tête d'un groupe de bohémiens propriétaires d'un terrain situé à la périphérie de la ville. Une famille nombreuse dont les enfants s'étaient plaints à plusieurs reprises des mauvais traitements de leurs professeurs. Mon fils ne savait pas sa leçon comme il faut. Alors, il chantait pas assez fort selon M. Campos. Alors, il lui a donné des grands coups de baguette dans le ventre. Il l'a traîné par les cheveux jusqu'à l'estrade. Il m'a amené jusqu'à l'estrade. Il a mis son pied sur une chaise. Et puis, après, il m'a tapé sur le cul. Puis, j'ai pleuré. L'émotion est vive à Déol, où les habitants s'interrogent. Mais pour l'heure, c'est d'un professeur entre la vie et la mort dont il est question.
La demi-finale de la Coupe d'Angleterre en football, Nottingham Forest contre Liverpool, aura finalement lieu. Ce sera dimanche prochain. Le match avait été ajourné le 15 avril dernier à cause du drame de Sheffield, où 95 personnes avaient trouvé la mort. Liverpool a décidé finalement de jouer le match. En cyclisme, victoire de Jean-Marie Van Pers, un Belge, dans le Grand Prix de Francfort. Il avait déjà gagné Paris-Roubaix au début du mois d'avril. Le premier Français, Marc Madiot, est 17e. Et puis en tennis, première victoire internationale de celle qui sera peut-être la numéro 1 mondiale. Retenez bien son nom, c'est une Yougoslave qui s'appelle Monica Seles. En finale du tournoi de Houston, elle a battu, excusez du peu, Chris Evert. Monica Seles a 15 ans seulement. Elle a fait de très rares apparitions pour l'instant sur le circuit, mais elle a déjà une réputation d'enfer. Jean Mamère. Cette jeune fille, à la fois heureuse et au bord des larmes, est yougoslave et inconnue. Elle vient de remporter son premier tournoi professionnel sans comprendre bien ce qui lui arrive. À vrai dire, son adversaire Chris Evert non plus. Monica Seles, bien qu'elle disputât sa première finale sur le circuit professionnel, elle, la joueuse non classée, n'a pas eu peur de la numéro 4 mondiale. Timidement, Seles s'était donné 5% de chance de battre l'américaine. Ce ne sont pourtant pas 95% de réussite qui ont fait la différence. 3 sets de beau tennis et 2 balles de match ont suffi. Bien qu'ayant perdu le premier set et son service pour le gain du match dans le troisième, Monica Seles, malgré son jeune âge, a affiché une étonnante fraîcheur physique sur les longs échanges volontairement soutenus par Chris Evert. Mais cette nuit, à Houston, une page d'histoire s'est peut-être tournée avec cette balle tombée dans le filet. Chris Evert a perdu son titre, mais pris aussi sans doute un sacré coup de vieux. Monica Seles n'a que 15 ans, 19 de moins qu'elle. Il y avait un tiercé, c'était à Saint-Cloud. Alors voyons tout de suite les résultats. 12, 5, 20. Gros tiercé, 27 887 francs 50 dans l'ordre. 5 577 francs 50 dans le désordre. Le quarté, c'est le 8 en plus et c'est 233 691 francs 60 dans l'ordre. Tout de suite, la météo, ce sera Sophie Davant. Le dernier journal, Henri Sagnier, 23h30. Bonsoir, à demain, 20h.